Après 5 ans de sacrifice, papa a laissé l'héritage à ma sœur chérie qui n'était apparue que 8 semaines auparavant. J'ai remis la procuration et les clés de la maison avec un sourire calme. Félicitations, ai-je dit. Quand papa a lu ma lettre, il a perdu la tête. Tu ne peux pas être sérieuse, a-t-il crié, son visage devenant rouge. Mon nom est Ava Reynolds. J'ai 34 ans. Et le ton le plus calme que j'ai jamais eu de ma vie fut au moment où j'ai tendu à mon père le dossier de procuration et les clés de sa maison de la Gold Coast avec un petit sourire presque poli. Félicitations, ai-je dit, car après 5 ans à dormir sur des chaises d'hôpital, à mémoriser des horaires de médicaments, à annuler mon propre avenir et à maintenir à flot une entreprise qui aurait dû s'effondrer 2 fois. J'avais finalement appris que les mots les plus silencieux peuvent être les plus blessants. Ma sœur était revenue depuis 8 semaines. 8 semaines. C'est tout ce qu'il a fallu pour que mon père s'assoie en bout de table lors d'un dîner privé d'actionnaires, s'éclaircisse la gorge comme un roi réécrivant l'histoire, et annonce qu'elle hériterait de l'entreprise, des propriétés, de l'héritage et du nom de famille qui y était attaché. Ma part, apparemment, était de 50 000 $, un mince sourire de l'avocat de la famille et une suggestion de faire enfin quelque chose pour moi-même. Je me souviens du poids des clés dans ma paume, du cliquetis de mes ongles contre le dossier en cuir, de la façon dont la robe couleur champagne de ma sœur captait la lumière du lustre pendant qu'elle me regardait comme si j'étais censé être reconnaissante d'être congédiée si proprement. Je me souviens aussi du moment exact où mon père a ouvert la lettre que je lui avais laissée. Son visage a changé avant même qu'il n'atteigne le 2e paragraphe. La couleur lui est montée au cou. Sa main s'est crispée sur le papier. Puis il m'a regardé droit dans les yeux, à travers cette salle pleine d'investisseurs, de parents, de journalistes et de membres du conseil d'administration, et a crié « Tu ne peux pas être sérieuse ». La salle est devenue silencieuse. Pas moi. Je suis juste restée assise là, j'ai souri une fois et j'ai laissé tomber le premier domino. Avant que je vous dise ce qu'il y avait dans cette lettre, et pourquoi le reste de cette nuit a détruit tout ce qu'il pensait contrôler, dites-moi quelle heure il est, où vous êtes et d'où vous regardez. Je veux savoir jusqu'où cette histoire voyage avant que vous ne décidiez si j'ai été cruel ou simplement si j'en avais fini d'être invisible. 5 ans plus tôt, je ne planifiais pas une vengeance. Je planifiais un lancement. J'avais une présentation de projet ouverte sur mon ordinateur portable, un billet de train pour Milwaukee dans mon sac fourre-tout, et un concept de start-up que je développais depuis 11 mois. Une société de conseil en croissance pour les marques alimentaires indépendantes qui voulaient se développer sans perdre en qualité. Il me restait un appel d'investisseurs avant de pouvoir enfin arrêter le travail en freelance et le concrétiser. Puis mon père s'est effondré. Une rupture d'artère a entraîné une opération d'urgence. L'opération a entraîné des complications. Les complications ont entraîné des mois de rééducation, et les mois sont devenus des années de demi-rétablissement, d'entêtement et de gestion sans fin. Il a survécu, mais pas sans séquelles. Il pouvait encore prendre des décisions, aboyer des ordres, insister sur le fait qu'il allait bien, mais il ne pouvait plus gérer sa vie comme avant. Et il ne pouvait certainement pas maintenir la stabilité de Reynolds Provisions sans que quelqu'un fasse le travail invisible sous ses ordres. Reynolds Provisions était une boutique familiale en crise. C'était une entreprise de logistique alimentaire et de plats préparés haut de gamme de taille moyenne à Chicago, avec des contrats dans des hôpitaux, des universités, des hôtels de charme et des cafétérias d'entreprises privées. Pendant des années, mon père l'avait traitée comme un royaume. Du jour au lendemain, elle est devenue un patient en soins intensifs avec des factures. Ma mère était déjà décédée depuis 2 ans. Ma sœur Brooke était à Los Angeles, en train de construire ce qu'elle appelait une marque de style de vie de luxe, ce qui signifiait principalement des brunchs coûteux, des sacs à main empruntés et des légendes sur le leadership féminin écrites sous des publications sponsorisées. Alors, je suis resté. J'ai annulé la présentation. J'ai emménagé temporairement chez mon père. J'ai appris à lire les notes de sortie de cardiologie, à comparer les demandes d'assurance, à organiser le transport pour la kinésithérapie et à reformuler les lignes de menu parce que l'homme qui s'était autrefois moqué des absurdités de l'alimentation saine avait maintenant besoin de repas. Faible teneur en sodium mesuré à la cuillère à café près. Je répondais au courriel des fournisseurs à 4h20 du matin. Je renégociais un contrat d'emballage lors d'un suivi à la Mayo Clinic. Je préparais des fiches de trésorerie hebdomadaire en attendant que son orthophoniste finisse. J'ai laissé mon bail d'appartement se renouveler automatiquement pendant 18 mois sans vraiment y vivre. Je me disais que ce n'était pas pour toujours. Je me disais que la famille se souvenait de qui se tenait à ses côtés quand les choses s'effondraient.
Ce mensonge a duré plus longtemps qu'il n'aurait dû. Mon père s'est suffisamment remis pour présider à nouveau des réunions, mais uniquement parce que je m'occupais des choses que personne n'applaudit, les litiges avec les fournisseurs, le calendrier des paies, les appels pour rassurer les clients. Le problème d'étiquetage de la FDA qui aurait pu se transformer en procès, les manques de personnel la semaine de Thanksgiving, les appels d'assurance maladie, la préparation de l'audit de la cuisine, le remplacement de 2 directeurs des opérations en un trimestre. Publiquement, il était de retour. En privé, il comptait encore sur moi pour presque toutes les décisions pratiques qui maintenaient l'entreprise en vie. Puis Brooke est rentrée à la maison 8 semaines avant ce dîner d'actionnaires. Elle est arrivée dans un VUS noir avec 6 valises assorties, des lunettes de soleil chères et le genre de confiance que les gens prennent pour de la compétence quand ils veulent déjà croire à l'histoire. Elle a serré mon père fort dans ses bras, a pleuré au volume parfait, et en 24 heures, elle avait réécrit le récit familial. Soudain, ces années d'absence étaient devenues une exposition à des marques internationales. Sa distance était une indépendance stratégique. Son absence totale pendant la rééducation est devenue le respect de la dignité de papa pendant qu'Ava s'occupait du quotidien. S'occuper du quotidien. C'est ainsi que 5 ans de travail non rémunéré, d'épuisement émotionnel et d'ambition reportée ont été traduits dans notre famille. Le quotidien. Lors du premier dîner après son retour, elle a fait tourner de l'eau pétillante dans un verre à vin et a dit devant ma tante, mon oncle et 2 conseillers du conseil d'administration, Ava est incroyable pour prendre soin des autres. Vraiment, mais diriger l'avenir d'une entreprise demande un muscle différent. Mon père a hoché la tête. Il a vraiment hoché la tête. Je me souviens que ma main s'est crispée si fort sur ma fourchette que mes jointures sont devenues blanches. Personne n'a remarqué. Ou peut-être qu'ils l'ont fait et ont décidé qu'il était plus simple de ne pas le faire. C'est cette nuit-là que j'ai compris quelque chose que j'aurais dû accepter plus tôt. Je n'avais pas été aimé pour mes sacrifices. J'avais été utilisé par eux. Et au moment où ils ont pensé que je n'étais plus nécessaire, ils voulaient que je disparaisse proprement, avec gratitude, en silence. Avez-vous déjà eu le sentiment d'être effacé tout en étant assise à table? C'était la sensation exacte, pas un chagrin d'amour, un effacement. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que disparaître n'avait jamais vraiment été ma spécialité. Survivre en silence, oui. Construire en silence, oui. Pendant que mon père dormait à travers la douleur post-opératoire, et que Brooke publiait des photos souvenirs de Malibu avec des légendes comme une vie douce, des normes élevées, je vivais dans 2 chronologies à la fois. Dans l'une, j'étais la fille qui empêchait Reynolds Provisions de sombrer. Dans l'autre, je nourrissais toujours le rêve que j'avais reporté la nuit de cet appel d'investisseurs annulé. Cela a commencé modestement, car il le fallait. Une refonte de l'emballage pour une entreprise locale de soupe biologique. Une stratégie de fidélisation numérique pour une start-up de repas surgelés à Evanston. Le positionnement du menu pour un groupe de café appartenant à des femmes essayant de percer dans les contrats de distributeurs automatiques d'hôpitaux. Je travaillais après minuit avec une couverture enroulée autour de mes épaules et un œil sur la caméra de type babyphone que nous avions placée dans la chambre de mon père après sa 2e chute. J'ai constitué des études de cas sous une société à responsabilité limitée nommée North Harbor Gross. Je n'ai pas utilisé l'argent de la famille. Je n'ai pas volé les clients de l'entreprise. Je n'ai enfreint aucune loi. J'ai simplement utilisé les compétences que j'avais affinées en maintenant l'entreprise de mon père en vie, le sens du marché, la psychologie des fournisseurs, la narration logistique, la stratégie de marge, la confiance des consommateurs. Et je les ai transformés en quelque chose qui m'appartenait. La première année, j'ai gagné assez pour couvrir les logiciels et les impôts. La 2e année, assez pour commencer à dire non aux travaux de faible valeur. La 3e année, assez pour embaucher un designer contractuel et un analyste de données 2 fois par mois. La 4e année, assez pour réaliser tranquillement que je ne construisais plus une activité secondaire. Je construisais une porte de sortie. La plus grande opportunité s'est présentée 6 mois avant que Brooke ne revienne à Chicago. Un réseau régional de services alimentaires de santé basé à Atlanta, l'Acwell Campus Hospitality, a lancé un appel d'offres pour un partenaire de refonte de marqué de croissance des opérations multi-États. Reynolds Provisions avait essayé d'entrer par le biais d'une relation existante et avait échoué. Je le savais parce que j'avais assemblé le dossier de présentation original pour mon père. Leur proposition était obsolète, chère et décalée. Elle parlait de prestige alors que le client voulait de la confiance, de la conformité,
un message centré sur l'humain et une meilleure expérience pour les familles des patients. J'ai soumis ma proposition via North Arbor Growth sans nom de famille attaché. Ma proposition combinait stratégie de marque, simplification des commandes numériques, données de fidélisation et un cadre narratif humain façonné par la réalité exacte que j'avais vécue. La nourriture n'est pas seulement un produit lorsque les familles ont peur, sont en deuil, en guérison ou épuisées. La nourriture devient la seule gentillesse pratique dont elles se souviennent. Cette proposition m'a amené au tour final. Le tour final m'a valu un appel confidentiel. L'appel est devenu un projet d'accord d'une valeur d'un peu plus de 22 millions de dollars sur 3 ans. Énorme pour moi, mais toujours plausible pour un projet de transformation multi-État sérieux. Je ne l'avais pas encore signé parce que j'essayais encore de croire que je pouvais faire une année de plus pour mon père, puis partir proprement. Puis Brooke est revenu et la famille a décidé que je valais 50 000 dollars et une tape sentimentale sur la tête. Le lendemain de l'annonce privée de mon père qu'il avait l'intention de lui transférer le contrôle majoritaire et la plupart de la succession, il a demandé à l'avocat de la famille de m'envoyer un dossier. Renonciation à l'héritage, reconnaissance de transfert, remise de l'accès à la maison, abandon de la procuration. Un langage de sortie discret déguisé en préoccupation. À l'intérieur se trouvait une clause de non-concurrence de 5 ans liée à Reynolds Provisions et à tout travail concurrentiel direct dans la stratégie alimentaire pour l'hôtellerie. Elle m'aurait piégé si je l'avais signé en tant que cadre ou employé. Mais je n'avais été ni l'un ni l'autre, pas formellement. Pendant des années, mon père avait retardé de me donner le titre que je méritais réellement parce que les titres signifiaient un levier, un salaire et une valeur documentée. Il voulait l'obéissance sans la structure. C'est finalement devenu son erreur. J'ai apporté les papiers à Nina Patel, l'avocate que j'avais engagée 2 ans plus tôt lorsque j'avais réalisé pour la première fois que j'avais besoin d'une protection juridique contre ma propre famille. Nina avait le genre d'esprit qui transformait la rage en précision. Elle a tout lu, a tapoté la table une fois et a dit, il essaie de te pousser dehors rapidement parce qu'il suppose que tu n'as nulle part où aller. Puis elle a levé les yeux. Tu as un endroit où aller, n'est-ce pas? Je lui ai montré le projet Lackwell. Elle l'a lu, a souri une fois, puis s'est penchée en arrière et a prononcé la phrase qui a changé la température de tout mon corps. Ava, la clause de non-concurrence ne couvre pas le travail indépendant effectué avant le déshéritement alors que tu n'as jamais été formellement classée comme dirigeante. En clair, ton père a essayé d'effacer ton autorité si complètement qu'il a également effacé son pouvoir de te contenir. Pendant un instant, je ne pouvais plus parler. 5 ans d'épuisement, de chagrin, de ressentiment, de loyauté, de culpabilité et d'humiliation de bas niveau ont tous rencontré ce seul fait juridique et se sont transformés en clarté. Nina et moi avons passé les 2 jours suivants à construire une chronologie. Elle a examiné chaque échange de courriel, chaque facture, chaque contrat, chaque enregistrement de calendrier montrant ce que j'avais fait pour Reynolds Provisions et ce que j'avais construit séparément après les heures de travail. Nous avons également pris une décision concernant le dîner des actionnaires. Reynolds Provisions organisait un grand événement privé chaque printemps pour les membres du conseil d'administration, les investisseurs, les principaux partenaires et certains médias. Le dîner de cette année au Langham était censé présenter Brooke comme le nouveau visage de l'entreprise et rassurer le marché sur la solidité de la succession familiale. Mon père a invité Cranes Chicago Business, un chroniqueur du Chicago Tribune et 2 journalistes de la presse spécialisée locale parce qu'il voulait que la transition paraisse gracieuse, moderne et inévitable. Nina a regardé cette liste d'invités et a dit très calmement, « Bien. S'ils veulent du théâtre, nous leur donnerons de la documentation. » Je ne voulais pas de cris. Je ne voulais pas de crise de nerfs. Je voulais quelque chose de bien plus difficile à surmonter pour eux. Une correction publique. Cette nuit-là, de retour dans la pièce où j'avais autrefois gardé des tableaux de médicaments codés par couleur scotchés à l'intérieur d'un placard, j'ai écrit la lettre que mon père lirait plus tard avec le visage devenant rouge. Je ne l'ai pas rendue cruelle. Je l'ai rendue précise. Je lui ai dit exactement ce que 5 ans m'avaient coûté. Je lui ai dit que chaque fois qu'il louait la vision de Brooke, il louait une confiance bâtie sur un travail qu'elle n'avait pas fait. Je lui ai dit que pendant qu'il se préparait à récompenser l'apparence, je me préparais à entrer pleinement dans la valeur. Et je lui ai dit qu'au moment où il finirait de lire, il comprendrait ce que signifiait sous-évaluer une fille. Les 48 heures précédant le dîner n'ont pas été glamour. Elles ont été chirurgicales. Brooke flottait dans la maison comme si la fin avait déjà été filmée en sa faveur. Elle a fait venir un styliste pour des essayages.
Elle a répété son discours d'acceptation dans la salle du petit déjeuner avec une lampe annulaire en équilibre sur des livres de cuisine. Elle a dit à l'un de nos directeurs des opérations de longue date que les entreprises historiques ont besoin d'un leadership frais et esthétiquement averti maintenant, une phrase si vide que je l'ai presque admirée. Puis elle a franchi une ligne qu'elle n'aurait jamais dû franchir. Je l'ai entendu dire à mon père qu'une fois le transfert terminé, il devait se débarrasser du poids mort des loyalistes. Sa phrase pour désigner les employés plus âgés qui étaient émotionnellement attachés à la manière de faire d'Ava. Ces soi-disant loyalistes étaient des gens qui m'avaient aidé à maintenir l'entreprise à flot pendant que mon père réapprenait à monter les escaliers. Maria à la conformité des fournisseurs. Shaun aux opérations de base. Denise au compte des hôpitaux. Des gens qui ont manqué les week-ends de leurs enfants parce que la crise de ma famille était devenue aussi leur fardeau professionnel. C'est à ce moment-là que toute tendresse que j'avais encore pour mon père est morte pour de bon. La veille du dîner, j'ai ouvert un bac de rangement en plastique au fond de mon placard et j'ai trouvé une vieille tablette remplie de vidéos que j'avais prises pendant la pire année de son rétablissement. Pas pour les réseaux sociaux, pas par sentimentalisme, pour le suivi médical. Un clip le montrait essayant et échouant à soulever une cuillère sans que sa main ne tremble. Un autre me montrait le cochant à travers des exercices d'élocution à 2h13 du matin parce qu'il refusait de s'entraîner avec le thérapeute, mais le faisait avec moi. J'ai regardé 30 secondes et j'ai dû arrêter. Je ne pleurais pas sur l'homme qu'il était devenu en public. Je pleurais la version de la famille que je continuais d'insister existait encore en privé. Puis j'ai trouvé autre chose dans le même bac. Une note scellée de l'écriture de ma mère. Elle l'avait écrite avant de mourir et l'avait glissée dans un de mes vieux cahiers d'école de commerce. Elle ne faisait que 4 lignes. Ava, tu n'es jamais né pour porter les autres pour toujours. Apprends la différence entre l'amour et la disparition. Quand ton moment viendra, ne te rabaisse pas pour mettre quelqu'un d'autre à l'aise. Je suis resté assise sur le sol avec cette note dans les mains pendant un long moment. Puis je l'ai pliée, l'ai mise dans la poche de mon blazer et je suis retourné au travail. Nina s'était coordonnée avec l'équipe technique de l'événement par le biais d'un ajout médiatique légitime sous l'annonce en attente de North Harbor Gross. Laquelle avait accepté de publier une déclaration le soir même si mon père forçait la révélation de la succession en public, ce qu'il ferait absolument car les hommes comme lui ne peuvent pas résister à une scène une fois qu'ils pensent posséder la fin. Nous n'avons rien piraté. Nous n'avons rien saboté d'illégal. Nous avons organisé la mise en ligne d'un segment médiatique programmé dans la file d'attente de l'événement immédiatement après le créneau d'introduction de Brooke. Et nous nous sommes assurés que le technicien de la salle de bal avait la confirmation écrite qu'un élément partenaire de dernière minute pourrait devoir être diffusé. Marcus Hay, le PDG de Laquelle, a accepté d'assister discrètement au fond de la salle avec son vice-président de la stratégie. C'était un homme vif, maître de lui, sans patience pour les drames familiaux et avec un appétit certain pour l'exécution propre. Je déteste le népotisme, m'a-t-il dit au téléphone cet après-midi-là. Vers 21h ce soir-là, mon père m'a appelé dans son bureau. Il était déjà en chemise de smoking, les manches boutonnées, la montre polie, la voix ferme. J'attends de toi que tu te comportes bien demain, a-t-il dit. Brooke essaie d'assumer un rôle difficile. Elle n'a pas besoin d'amertume dans la salle. Je l'ai regardé et j'ai demandé, as-tu jamais pensé que je méritais le rôle que tu lui donnes? Il n'a pas répondu immédiatement, ce qui m'a tout dit. Puis il a dit, tu as été inestimable quand j'étais malade, mais c'était du soutien. Brooke a de la prestance. De la prestance? J'ai presque ri. 5 ans de travail réduit à du soutien tandis que 8 semaines de confiance soigneusement orchestrées devenaient du leadership. Je lui ai tendu le dossier sur le champ, les documents de procuration qu'il voulait récupérer, les doubles des clés de la maison, les clés du bureau, les cartes d'accès, tout. Tu auras le reste demain, ai-je dit. Il a semblé soulagé. C'était la cruelle beauté de la chose. Il pensait que la conformité était enfin arrivée. Il n'avait aucune idée que c'était juste le calme avant la correction. La salle de bal du Langham ressemblait exactement à la façon dont mon père aimait que le pouvoir paraisse. Lumière dorée, verre poli, sourire cher et suffisamment de personnes importantes dans une même pièce pour le faire se sentir immortel. Au moment où le dessert a été débarrassé, Brooke rayonnait dans de la soie pâle, acceptant déjà les félicitations avant que quoi que ce soit n'ait été officialisé. Mon père est monté sur le podium et a commencé le discours qu'il avait probablement répété pendant des jours, parlant d'héritage, de résilience et de l'avenir de Reynolds Provisions, comme si les 5 dernières années s'étaient simplement arrangées autour de lui.
Puis il a dit le nom de Brooke, et la salle a commencé à applaudir. C'est à ce moment-là que le coursier est arrivé avec l'enveloppe. Il a signé avec une irritation visible, l'a ouverte nonchalamment, puis tout a changé. Ses yeux ont parcouru la page une fois, puis une autre. La couleur lui est montée au cou. Il m'a regardé droit dans les yeux à travers la salle et a crié « Tu ne peux pas être sérieuse ». Les applaudissements ont cessé instantanément. Brooke s'est figé sur le podium, souriant encore une demi-seconde de trop avant que la panique n'atteigne enfin son visage. Je me suis levé lentement et j'ai dit « Tu devrais continuer à lire ». Pile au bon moment, l'écran de présentation derrière Brooke a changé. Sa diapositive de titre a disparu, remplacée par le logo de North Harbor Gross. Une faible vague de confusion a traversé la salle. Puis Marcus Haigh, PDG de la Quell Campus Hospitality, s'est levé du fond de la salle et s'est calmement présenté. Mon père l'a reconnu immédiatement. Brooke, clairement, non. Marcus a expliqué que la Quell avait attribué un important contrat de transformation stratégique pluriannuel non pas à Reynolds Provisions, mais à North Harbor Gross. La société que j'avais construite en silence tout en passant 5 ans à maintenir à la fois le rétablissement de mon père et une grande partie de la réalité opérationnelle invisible de l'entreprise. L'écran a de nouveau changé, montrant cette fois mon nom sous le titre de fondatrice et stratège principale, suivi des métriques de projet, des clients remportés et des preuves du travail que j'avais accompli de manière indépendante. Brooke a tenté de se ressaisir en parlant d'un malentendu, mais la salle avait déjà changé de camp. Les journalistes tapaient. Les investisseurs chuchotaient. Les membres du conseil d'administration fixaient mon père au lieu d'applaudir sa successeur choisie. Je me suis dirigé vers la scène, j'ai pris le microphone et je me suis présenté correctement. J'ai expliqué que tandis que ma famille avait réduit mes 5 ans de sacrifice à un rôle de soignante et à un licenciement de $50 000, j'avais construit quelque chose de réel après minuit, les week-ends et entre les hôpitaux. Puis j'ai annoncé la valeur du contrat à la Quell et confirmé que tout avait été construit légalement, indépendamment et sans les actifs familiaux. C'est à ce moment-là que l'illusion s'est brisée pour de bon. Mon père m'a accusé de me retourner contre la famille, et j'ai répondu avec la seule vérité qui comptait. Non, j'ai juste arrêté de laisser cette famille me transformer en main-d'œuvre de fonds non rémunérés. Même les personnes qui avaient passé toute la soirée à louer Brooke ne pouvaient pas défendre ce qu'elles voyaient. Un journaliste a posé à Brooke une question de base sur la direction commerciale qu'elle était censée être prête à diriger, et elle n'a pas pu y répondre. Un membre du conseil d'administration a demandé à mon père s'il avait vraiment prévu de confier l'entreprise à quelqu'un avec 8 semaines d'implication mise en scène tout en écartant la fille qui avait réellement porté le fardeau pendant 5 ans. Il n'a rien dit parce qu'il n'y avait plus rien à dire. J'ai placé la renonciation à l'héritage signé, la procuration rendue, et les clés de la maison et du bureau sur le podium devant lui. Tu voulais tout récupérer, ai-je dit doucement. Félicitations. Puis je me suis éloigné du microphone, j'ai serré la main de Marcus Haigh et j'ai quitté la scène pendant que la salle explosait derrière moi. Pas avec du drame, mais avec des conséquences. Au moment où j'ai atteint les portes de la salle de bal, Brooke n'était plus l'avenir de Reynolds Provisions. Elle était juste la femme debout sous les lumières quand la vérité est finalement arrivée. Les retombées ont commencé avant que j'atteigne le service de voiturier. Le temps d'arriver à ma voiture, Nina m'avait déjà transmis 3 messages de journalistes, 2 de clients potentiels et un d'un observateur de Capital Investissement qui a simplement écrit « Vous avez changé l'atmosphère de la salle ». Du jour au lendemain. L'histoire a circulé dans les cercles d'affaires de Chicago plus rapidement que n'importe quelle déclaration officielle ne pouvait la contenir. Cranes a publié le titre en premier, « La fille invisible déjoue la succession familiale lors de l'événement de Reynolds Provisions ». L'article du Tribune était moins dramatique, mais en quelque sorte plus dur parce qu'il se concentrait sur l'échec de la gouvernance. Les investisseurs se soucient moins des drames familiaux que de l'incompétence du leadership, et mon père avait accidentellement mis en scène les deux à la fois. Le lendemain matin, le conseil d'administration de Reynolds Provisions a convoqué une réunion d'urgence sans la présence de Brooke pour la session d'ouverture. À midi, mon père avait été déchu de son autorité de succession unilatérale en attendant un examen. En fin d'après-midi, l'annonce de la transition cérémonielle de Brooke avait été suspendue indéfiniment. Cette phrase m'a fait rire plus qu'elle n'aurait dû, mais les conséquences se sont rapidement alourdies. 2 partenaires hospitaliers ont demandé une clarification immédiate sur la stabilité du leadership. Un groupe hôtelier a retardé un renouvellement. Notre fournisseur d'emballage de longue date a appelé Shawn directement pour lui demander s'il devait encore faire confiance aux chiffres existants.
3 employés que j'avais formés m'ont appelé ce week-end-là pour demander si North Harbor Gross embauchait. L'une d'entre elles a pleuré au téléphone avant même d'avoir terminé sa deuxième phrase parce qu'elle pensait que rester loyale envers moi l'avait rendue jetable chez Reynolds. J'en ai embauché 2 en 10 jours. Brooke a tenté de riposter là où les gens comme Brooke le font toujours en premier, l'image. Elle a publié une story Instagram en noir et blanc filtrée sur la trahison de ceux qui en veulent au leadership féminin. Et en 1 heure, les gens enregistraient des extraits du dîner et se moquaient d'elle dans les commentaires parce que la femme prêchant le leadership n'avait pas été capable de répondre à une seule question opérationnelle sous pression. Un analyste de l'hôtellerie sur LinkedIn l'a qualifiée de cas d'école de confiance esthétique sans profondeur exécutive. C'est devenu légèrement viral dans notre industrie. 2 collaborations de marque ont discrètement disparu de son profil en 1 semaine. Une de ses amies a révélé qu'elle avait commencé à vendre des sacs de créateurs par l'intermédiaire d'un revendeur pour couvrir des dettes personnelles parce que mon père avait gelé son accès discrétionnaire tout en se battant avec le conseil d'administration. Je n'ai pas apprécié cela. Mais je ne l'ai pas non plus sauvé de cette situation. Mon père a appelé 3 fois en 5 jours. J'ai ignoré les 2 premiers. Au 3e, j'ai répondu parce que j'en avais assez d'être hanté par la sonnerie. Il a sauté les excuses et est allé directement à la négociation, ce qui était tout à fait lui. Nous devons discuter de la stabilisation de la confiance du marché. Il a dit, Pav je t'ai blessé, Pav j'avais tort. La confiance du marché. Tu veux dire que tu as besoin d'en discuter, ai-je dit. Moi, je vais bien. Il a expiré brusquement. Ne fais pas ça. Faire quoi? Agir comme si ce n'était plus ta famille. J'ai laissé le silence s'installer. Il a demandé une réunion. Je lui en ai accordé une semaine plus tard, à mon bureau, selon mon emploi du temps, avec Nina présente et la conversation documentée. À ce moment-là, North Harbor Gross avait sous-loué une suite vitrée à Fulton Market. Pas immense, mais réelle. Mon propre bail, ma propre équipe, mon propre nom sur la porte. Mon père est arrivé 10 minutes en avance et a regardé l'espace comme s'il essayait de comprendre comment il avait pu exister sans sa permission. Il n'a pas amené Brooke. La décision la plus intelligente qu'il ait prise de tout le mois. La conversation a duré 90 minutes. Il est entré en proposant un langage de partenariat et est reparti en ayant appris à quoi ressemblent les limites quand une fille n'a plus besoin de permission pour les fixer. Je lui ai dit clairement que je ne rejoindrais pas Reynolds Provision, que je ne redeviendrais pas sa réparatrice cachée et que je n'adoucirais pas publiquement ce qui s'était passé pour le mettre à l'aise. Si Reynolds voulait travailler avec North Harbor sur des projets spécifiques, ce serait sous contrat, au tarif du marché, avec une autorité indépendante, des livrables documentés et aucun contrôle donné à Brooke. Il a qualifié les termes d'insultants. Nina les a qualifiés de généreux. Le conseil d'administration, quand ils ont vu le projet, les a qualifiés de nécessaires. La conséquence la plus douloureuse pour lui n'était pas financière. Elle était structurelle. Pour la première fois de sa vie, il a dû accepter des conditions de ma part parce qu'il n'avait plus le levier pour les dicter. Brooke s'en est moins bien sorti à court terme. Le conseil d'administration a exigé qu'elle se retire complètement de tout rôle exécutif et s'inscrive à un programme de commerce accrédité avant même de pouvoir être considérée pour une exposition aux opérations. Ma tante Patricia a cessé de mentionner le leadership naturel lors des déjeuners de famille. Mon oncle, qui avait loué Brooke pour être assez raffiné pour gérer de grosses sommes d'argent, est soudainement devenu un fervent partisan de la méritocratie. Drôle comme les valeurs évoluent quand l'embarras devient coûteux. Il y a eu une autre réplique que je n'avais pas prévue. En triant de vieux dossiers pour documenter l'historique de la transition pour Nina, j'ai trouvé un reçu de box de stockage au nom de ma mère. Elle l'avait loué avant de mourir. À l'intérieur se trouvaient des boîtes de mes vieux cahiers, des ébauches de projets, des croquis d'école, des documents de stratégie et une lettre qui m'était adressée et que j'avais manqué la veille du dîner. Dans celle-ci, elle écrivait qu'elle s'inquiétait que je devienne trop doué pour survivre sans témoin. Elle écrivait que certaines filles deviennent si compétentes en temps de crise que tout le monde commence à traiter leur force comme un service plutôt que comme une part d'elle-même. Elle a terminé par une phrase que je garde encore dans mon bureau. Quand les gens confondent ton endurance avec ton but, pars. Cette lettre ne m'a pas rendu plus tendre envers mon père. Elle m'a rendu plus stable. Elle m'a rappelé que construire une nouvelle vie n'était pas une trahison. Parfois, c'était la première chose honnête que l'on faisait. 9 mois plus tard, North Harbor Gross occupait tout l'étage.
Nous avions 12 clients, une équipe de 14 personnes et une réputation pour transformer des marques désordonnées de l'hôtellerie et du secteur de la santé en systèmes fiables qui fonctionnaient réellement pour de vraies personnes plutôt que pour des présentations d'investisseurs. Lacwell a élargi notre contrat. Un groupe de restauration universitaire a signé avec nous. Une entreprise de kit-repas dirigée par des femmes de Minneapolis m'a dit qu'elle nous avait choisis parce que votre travail sonne comme celui de quelqu'un qui a réellement dû maintenir une vie à flot, pas seulement en présenter une. Cette phrase m'est restée. Le succès semblait moins cinématographique que les gens ne l'imaginent. C'était un sommeil plus calme, des chiffres plus propres, un calendrier qui m'appartenait, la capacité de faire les courses sans entendre la voix de mon père dans ma tête mesurer mes choix. La capacité de quitter le bureau à 19h un jeudi et de savoir que personne ne pouvait me rappeler pour que je redevienne invisible. Reynolds Provisions a survécu, mais a changé. Mon père a perdu une partie de son contrôle au profit d'une structure de surveillance plus forte du conseil d'administration. Brooke a terminé le premier semestre d'un programme exécutif sérieux et, à ma surprise, y est resté. Cela ne l'a pas absoute. Cela l'a simplement rendue plus réelle. Nous nous sommes croisés pour la première fois seuls à Thanksgiving chez ma tante. Elle avait l'air différente sans sa couche de performance. Plus calme, moins raffinée, plus épuisée, mais aussi moins creuse. J'ai été horrible avec toi, a-t-elle dit, debout près de l'évier pendant que tout le monde se disputait pour la tarte. Pas seulement au dîner, avant, pendant des années. Je l'ai regardée et j'ai dit, oui. Elle a hoché la tête comme si elle méritait cette réponse, ce qui était le cas. Puis elle a demandé si je pensais que les gens pouvaient apprendre après avoir reçu ce qu'ils n'avaient pas mérité. Certains le peuvent, ai-je dit, si l'humiliation ne devient pas toute leur personnalité. Ce n'était pas du pardon. C'était la première conversation honnête que nous ayons jamais eue. Mon père a mis plus de temps. Il a demandé une réunion formelle un mois plus tard. Cette fois, pas à propos de contrat, juste un café. J'ai failli dire non. Puis je me suis souvenu que les limites sont plus fortes lorsqu'elles sont choisies, pas évitées. Alors j'ai dit oui. Dans le hall d'un hôtel, en plein jour, pendant 40 minutes. Il avait l'air plus âgé que dans mon souvenir, mais moins blindé. Il n'a pas commencé avec un langage de marché. Il a commencé par « j'avais tort ». 4 mots simples, puis plus, lentement, maladroitement, comme si les excuses étaient une langue qu'il avait été forcé d'apprendre tardivement. Il a admis qu'il avait confondu la loyauté avec la disponibilité, la compétence avec le devoir, et le raffinement de Brooke avec la préparation. Il a admis que lorsque j'étais à ses côtés en rééducation, il s'était en quelque sorte convaincu que parce que j'étais resté, je resterais toujours. Je pensais que tu pouvais le supporter, a-t-il dit. C'était ça le problème, ai-je répondu. Tu as traité ma capacité comme un consentement. Il a fermé les yeux une seconde après ça. Je ne pense pas que les hommes comme mon père apprécient d'être compris avec autant de précision. Il a demandé si je pourrais jamais lui faire confiance à nouveau. Je lui ai dit que la confiance n'était pas un discours, pas un dîner de famille, pas une réunion émotionnelle. La confiance était un modèle, de la distance, du respect, du suivi. Et même alors, tout ce qui est cassé ne redevient pas ce qu'il était avant. Il a hoché la tête. Il n'a pas argumenté. Cela comptait. Au printemps, Reynolds Provisions et North Harbor ont collaboré sur un projet limité pour un système hospitalier de taille moyenne selon les termes exacts que j'avais fixés. Pas de langage familial, pas de travail caché, pas de supposition, juste du travail, un périmètre, des factures et une responsabilité. Ça s'est bien passé. Pas parce que nous avons guéri par magie, mais parce que j'ai refusé d'entrer dans une pièce où ma valeur dépendait de l'interprétation correcte de l'amour. Le dernier moment de cette année est survenu lors d'un petit événement interne dans mon propre bureau, lorsqu'une de mes jeunes stratèges m'a demandé pourquoi j'avais gardé les vieilles clés de la maison dans une boîte en verre sur une étagère. Je lui ai dit que c'était parce qu'elle me rappelait que rendre quelque chose n'est pas toujours une perte. Parfois, c'est la preuve que vous comprenez enfin que ce n'était jamais vraiment à vous de le porter. Si vous vous demandez si j'ai complètement pardonné à mon père, la réponse honnête est non. Pas de la manière sentimentale dont les gens aiment emballer les fins. Ce que j'ai construit à la place était meilleur qu'un pardon total. J'ai construit une distance avec dignité. J'ai construit un travail avec des limites. J'ai construit une vie où personne ne peut appeler mon sacrifice de l'amour tout en le tarifant comme une commodité.
Et si vous étiez assis là où j'étais assise cette nuit-là, la lettre sur la table, les clés à la main, un père au visage rouge devant une salle de bal qui voyait enfin la vérité, auriez-vous fait ce que j'ai fait? Seriez-vous parti avec un sourire calme? Ou seriez-vous resté assez longtemps pour leur faire sentir chaque seconde d'être vu trop tard? Merci d'être resté avec nous à travers cette histoire émouvante. Tous les personnages, événements et conflits sont fictifs et créés uniquement pour le divertissement et la réflexion dramatique. Nous espérons que cette histoire vous rappelle que parfois, la vengeance ne consiste pas à blesser les autres en retour, mais à comprendre enfin votre valeur, à refuser d'être manipulé et à choisir une vie où le respect n'est plus négociable.